les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du film Marvel dernièrement sorti, Black Panther Wakanda Forever, j'ai envie de dire même Forever, qui est sorti mercredi. Au moment où sort cette vidéo, on doit être vendredi, donc voilà, je l'ai vu. On va en parler. Je tiens à préciser que je vais très certainement spoiler comme un bâtard tout le long de la vidéo. Parce que moi, les parties spoil, non spoil, ça me casse les couilles. Donc je vais spoiler. J'imagine que si tu viens voir la review, c'est parce que tu as vu le film. N'est-ce pas? Donc c'est parti mon kiki. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant. On s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors, Blackanda, j'allais dire n'importe quoi. Black Panther, Wakanda Forever. Que dire, que dire? En vrai, il est bien, hein. Franchement, j'ai bien aimé. Est-ce qu'il est mieux que le premier? Je saurais pas dire, parce que j'ai envie de dire que le premier avait pour lui la surprise. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu le Wakanda, on savait pas ce que ça allait donner en film, le côté afrofuturiste, tout ça. Là, en fait, c'est la même chose. Mais le film est cool, dans le sens où... bon, en fait, il est super agréable à regarder. En vrai, je me suis pas fait chier, même s'il est un peu long quand même. Il est quand même un peu long. Je pense qu'il aurait fait 2 heures, ça aurait été bien. Là, il fait 2h40, 2h50, je sais plus, mais il est quand même un peu long. Je pense que l'histoire aurait pu être bien plus courte. Mais bon, après, c'est que mon avis. Autre chose à remarquer, c'est que pour un Marvel, il n'y a pas énormément d'humour. Alors, il y a des petites blagounettes, mais c'est pas de... C'est vraiment dans le flow, quoi. C'est pas des... Genre, la scène s'arrête pour sortir la punchline. Tout le monde se marre, comme ils ont fait avec le dernier... Enfin, l'avant-dernier Thor, parce que j'ai toujours pas vu le Thor 4. Comme ils ont fait avec les Gardiens de la Galaxie, par exemple, où c'était un peu ce délire-là. Là, on n'est pas trop là-dedans. C'est vraiment... L'histoire est plutôt sérieuse du début à la fin. Et ça, c'est plutôt cool. Évidemment, le film s'ouvre, parce que la grande question qu'on se posait, c'est comment ils vont faire pour T'Challa, parce que l'acteur Chadwick Boseman est décédé. Comment ils vont régler le problème dans l'histoire? Bon, bah, ils se sont pas fait chier, hein, ils ont pris la réalité, ils l'ont mis dans le film. C'est-à-dire que T'Challa s'est retrouvé malade d'une maladie mystérieuse. Le Wakanda, malgré sa technologie hyper avancée de plusieurs décennies par rapport au reste de la Terre, n'a pas réussi à trouver un moyen de le soigner. Alors apparemment, Shuri pensait que l'herbe cœur, hein, l'herbe qui donne les pouvoirs de Black Panther, aurait pu le soigner, mais elle n'a pas réussi à la synthétiser, parce que on rappelle que dans le premier film, Killmonger avait tout cramé. D'ailleurs, c'est pas très malin de mettre toutes les mêmes fleurs secrètes de ouf au même endroit pour tous les cramer, et après on n'en a plus. Bon, ça c'est un peu con. Enfin bref, admettons. Et donc, T'Challa meurt hors champ, en tout début, tu vois, Shuri qui est dans le laboratoire, qui essaye de trouver un moyen, et malheureusement, c'est trop tard. Du coup, on arrive aux funérailles et au deuil national du roi T'Challa, scène très très émouvante, attention. Bon, après, je comprends que le film se vend un peu là-dessus, en fait, sur le... Vas-y, chiale, chiale sur la mort de T'Challa. Mais je trouve qu'ils en ont fait un peu trop, quand même. Déjà, dans la promo, c'était que ça, les bandes annonces, c'était que les funérailles de T'Challa, quasiment. Alors, c'est très triste, mais je trouve qu'ils en ont fait un peu trop. Enfin, bref. Et donc... Après l'enterrement de T'Challa, on a une ellipse de 1 an. Donc ça fait 1 an que la reine Ramonda, la mère de T'Challa, est montée sur le trône pour le coup. Et du coup, ils continuent à régler leurs affaires de Wakandais. Et là, problème, c'est qu'il y a les autres nations du monde, notamment les États-Unis, comme toujours, et la France. Alors, je sais pas s'ils ont mis la France, parce que c'est la version française qu'ils ont mis la France, ou c'est que dans l'histoire entière, dans le vrai film, c'est la France aussi. Parce que bon, c'est vrai que la France, France-Afrique, tout ça, il y a des trucs à raconter là-dessus. Donc, peut-être pour ça qu'ils mettent que la France, c'est les connards de l'histoire avec les États-Unis. Peut-être, ou alors c'est juste, ça se trouve, je vais regarder le film au Brésil, ça va être le Brésil et les États-Unis, j'en sais rien. Parce qu'ils font ils localisent des fois des scènes Marvel, donc je me pose la question. On s'en fout quelque part, mais quand même. Et le problème, c'est que les autres nations de la Terre veulent, bah dis donc, vous avez ouvert vos frontières, donc on sait que vous existez. Est-ce qu'on pourrait vous acheter du vibranium, s'il vous plaît? Et le Wakanda est fondé, niquez vos mères, c'est pour nous le vibranium, on le garde. Et du coup, les États-Unis et la France, et j'imagine le reste du monde, sont pas très contents parce que, dis donc, vous pouvez fabriquer des armes de destruction massive.
C'est pas bien, hein. Sauf que le coup de l'arme de destruction massive, tu peux la faire à d'autres pays, mais tu peux pas trop la faire au Wakanda, parce que le Wakanda, c'est pas... De dire, ils ont les moyens de dire, vas-y, viens, qu'est-ce que tu vas faire, en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt marrant, même si le sujet est grave. Bon, après, le côté géopolitique du film est un peu vite expédié, quand même. Parce qu'en fait, pendant que la reine est en train de parler plus ou moins aux Nations Unies, il y a la France et les États-Unis qui engagent des mercenaires pour aller braquer des laboratoires wakandais dans d'autres pays au Mali, je crois, pour avoir des infos sur le vibranium. Évidemment, ils se sont chopés. Voilà, je trouve ça un peu... Bon, j'imagine que ça existe hein, dans les conflits internationaux, mais là, c'est un peu fait avec des gros sabots. Parce que, je veux dire, ils savent très bien qu'ils attaquent un laboratoire du Wakanda. Ils savent qu'ils ont des super guerriers de bâtards, des technologies de bâtards. Ils envoient quoi? Des espèces de Navy Seals avec des flingues tout à fait normales. Équipement tout à fait actuel. Alors qu'ils sont censés quand même ils sont censés être en 2025, 2027. Ils sont censés être un peu plus évolués. Sachant qu'il y a eu toutes les technologies de ouf. Quand je vois dans Miss Marvel, pour arrêter une gamine, pour arrêter une collégienne, ça sort des gros flingues laser soniques et tout. Mais pour aller chercher des Wakandais, non, vas-y, on y va juste avec des... On y va avec des pénonantes et puis on va voir comment ça se passe. Je trouve ça un peu fort de café. Mais bon, voilà. Donc le contexte de base du film, c'est que... En fait, le contexte il est un peu très similaire au premier, finalement. C'est que les autres nations du monde savent qu'il y a du vibranium au Wakanda, donc ils veulent le vibranium du Wakanda. Le Wakanda dit « niquez vos mères, vous aurez rien ». Du coup, ils se mettent à rechercher ailleurs sur Terre s'il n'y en aurait pas. Et badaboum, en fait, ils en trouvent au large des côtes d'Amérique du Sud. Ils trouvent un filon de vibranium. Et le problème, c'est que ce filon de vibranium se trouve sur le territoire d'une civilisation sous-marine qui s'appelle Talokan, qui est menée par le roi Namor. Et du coup, ils défoncent il y a tout un groupe de la CIA qui est en train de rechercher avec une machine de vibranium. Et en fait, ils se font tous décimer par des mecs en bleu. Et au début, direct, ils sont « Oh, ça doit être un coup des Wakandais !» Enfin, non, bah non, c'est pas eux, ils sont bleus. C'est un peu marrant. Enfin bref, ils se font décimer. Du coup, la CIA fait « Putain, quand ils savent pas que c'est des mecs en bleu qui les ont tués, ils sont là « Putain, putain les Wakandais, ils ont tué nos mecs et tout. » Du coup, gros bordel. Et donc... du coup, les gens de Talokan, Namor et tout, ils sont pas contents parce que, à cause de T'Challa et du Wakanda qui a révélé son existence au monde, il y a Namor qui se pointe au Wakanda et qui fait bon, à cause de vos conneries, maintenant ils cherchent du vibranium partout, sauf qu'ils en ont trouvé chez moi. Donc, soit vous m'aidez à leur péter la gueule, soit vous êtes des ennemis objectifs de mon royaume parce que moi je vais pas me laisser piquer mon vibranium, donc ça va être la guerre, donc tu choisis ton camp. Et attention, parce que nous, on est des poissons, on va vous niquer. Voilà, donc c'est un peu le point de départ du film. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'en fait, les enjeux sont plus ou moins les mêmes que dans le premier, en réalité. Parce que, encore une fois, c'est deux visions du pouvoir qui s'opposent. Dans le premier, t'avais T'Challa qui voulait être bienveillant et s'ouvrir au monde, et de l'autre, t'avais Killmonger qui disait « Non mais le monde est dangereux, viens, on les poutre ». C'est un peu pareil, sauf que cette fois-ci, c'est Shuri, du coup, ou Shuri, je sais pas pourquoi je rajoute un T, Shuri, qui est là, non mais c'est bien de s'ouvrir au monde et tout, t'inquiète, tranquille, et il y a Namor qui en face fait, non, moi je veux protéger mon pays, je veux pas qu'on vole mon vibranium, je vais tous vous niquer. Donc l'opposition est un peu la même, et même du niveau de Shuri, parce que, bon, à un moment du film, on a dit que je spoilais, la mère de Shuri se fait aussi tuer, et en fait on est dans les mêmes thématiques que la première apparition de Black Panther dans Civil War, parce que dans Civil War, c'est Bucky qui est sous lavage de cerveau, qui tue dans un attentat le père de T'Challa. T'Challa veut le poursuivre pour se venger, et au dernier moment il fait « En fait non, c'est pas la voie noble, je te pardonne ». Bah là c'est un peu pareil en fait, c'est-à-dire que Shuri elle a le même cheminement que son frère, au final. C'est-à-dire qu'à la base elle va être noble, mais après vengeance, donc elle veut se venger, et au final elle se rend compte que non, si je me venge maintenant, ça ne va faire que alimenter la guerre, alimenter la haine, je vais me perdre. Non vas-y, je te pardonne, faisons la paix, devenons alliés. C'est un peu le même délire, quoi. Donc c'est-à-dire que le film est bien, parce qu'il raconte une histoire sympathique, sauf que, et il y a de l'émotion, hein, parce qu'on essaie de te faire chialer à tout prix, attention, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une scène où on évoque T'Challa, tout le monde a les yeux qui brillent, grosse musique, chiale, quoi. Mais, fondamentalement, le sujet du film est un peu le même que le premier, en fait. Donc ça apporte pas grand-chose de nouveau, si ce n'est tout ce qu'il y a autour de Namor, et potentiellement des mutants. Oui. Parce que oui, pour moi, le truc réussi dans le film, c'est Namor.
Qu'ils ont donc, parce qu'à la base, Namor dans les comics Marvel, c'est le roi d'Atlantis, hein, d'Atlantis historique, mythologique. Sauf que là, ils se sont dit, bah en fait, il y a eu Aquaman qui est sorti, donc vas-y, viens, on va changer. Donc ça va être des Mayas, du coup. Donc du coup, Namor devient Maya. Il est très vieux aussi, comme dans les comics. Moins vieux que dans les comics, mais il est quand même vieux, il a plusieurs siècles. Et en fait, c'est un mutant. Il dit, ouais, en fait, bah, moi je suis un mutant, du coup j'ai des ailes, je peux voler, je peux respirer sous l'eau, je suis méga balèze. Donc du coup, je suis vu comme le dieu roi de mon peuple. Et finalement, tu regardes, bah, il a les mêmes motivations que Killmonger, en fait. Parce qu'il a le même parcours, plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a grandi, sauf à 2-3 poils de cul près, il a le même parcours. Hein. C'est-à-dire que le gars, il est dans son truc tranquille. Il veut ramener ça, parce que sa mère est humaine, à la base, elle meurt, et il veut la ramener dans sa terre natale. Et quand il revient, il voit qu'il y a les colons blancs qui sont en train de maltraiter les locaux. Et le gars, il fait « Ah, bande de bâtards », il les fume tous. Et puis du coup, il a la haine du monde de la surface, parce qu'en fait, il trouve que les autres gens, c'est des bâtards et qui massacrent son peuple. C'est plus ou moins le même délire que Killmonger, finalement. Ceci étant dit, le personnage est plutôt intéressant, parce qu'il est quand même plus mesuré. Killmonger, c'est un bâtard direct, alors que lui, d'abord, il essaye de négocier. Il fait découvrir sa cité à Shuri. D'ailleurs, la cité de Talokan est plutôt bien retranscrite. Enfin, bien retranscrite. Dans le sens où ça a quasiment rien à voir avec le truc dans les comics. Mais ils ont pas fait une redite de l'Atlantis qu'il y a dans Aquaman. Par exemple, ils ont vraiment inventé un autre truc à eux. C'est vraiment les mystérieuses cités d'or, mais sous l'eau, tu vois. Donc, c'est plutôt stylé, c'est plutôt sympathique. Ils montrent une autre technologie et tout. Non, franchement, son royaume est plutôt cool. Et puis, t'as toute la mythologie de comment le royaume a été créé, comment son peuple est créé. C'est plus ou moins une plante comme l'herbecker qu'ils ont eu, qui les a transformés en trucs capables de respirer sous l'eau et qui leur donnait une force de ouf et tout ça. Donc, la mythologie autour est plutôt intéressante. Il lâche le mot « je suis un mutant », c'est plutôt intéressant. Et le personnage est un peu plus mesuré, c'est-à-dire qu'il n'est pas méchant. C'est que en fait, il essaye de faire comprendre à Shuri que moi je suis comme ça, c'est parce qu'il faut que je protège tout ça. J'ai réussi avec la technologie, avec le vibranium, à monter cette cité, à mettre mon peuple à l'abri, à vivre en paix. Ça fait des siècles que je les prépare au cas où ceux de la surface viennent nous casser les couilles. Là maintenant, le moment est arrivé parce qu'il y a une connasse en Amérique qui a fabriqué un détecteur à vibranium. Donc moi je vous propose, vous allez me la choper, on la bute, et puis comme ça scelle le pacte, et comme ça plus personne vient nous emmerder. Bon, voilà, donc le gars est plutôt mesuré et devient extrême, parce qu'après, bon, ça part en couille évidemment, et du coup le personnage est plutôt nuancé, et plutôt intéressant. En termes de bagarre, ils ont plutôt respecté le mec, c'est-à-dire qu'il est vraiment très balèze. En vrai, il aurait pu attaquer le Wakanda tout seul, c'était pareil, il les a défoncés. La manière de voler qu'il a est plutôt cool, le gars est vraiment très puissant. Ça fait plaisir. Oui. Bon, par contre, c'est un peu débile de vouloir buter Riri Williams, donc qui est introduite dans ce film, qui est amenée à devenir, qui est déjà dans le film Ironheart, hein, c'est-à-dire que dans les comics, Riri Williams, c'est une jeune adolescente surdouée qui a refabriqué une armure d'Iron Man dans son garage, donc qui a vraiment un QI incroyable. Et là, du coup, dans le film, pareil, sauf qu'elle a aussi fabriqué, pour un projet de science de la fac, elle a fabriqué un détecteur de vibranium que la CIA lui a volé, enfin lui a pris pour détecter le vibranium, du coup. Et donc, ils veulent, du coup, il y a Namor, ils veulent la buter, comme ça, ils peuvent pas refabriquer un autre détecteur de vibranium. Et je trouve ça un petit peu débile, parce que si quelqu'un a réussi à fabriquer un détecteur de vibranium, c'est que, irrémédiablement, inévitablement, quelqu'un d'autre, un jour, va réussir à nouveau à fabriquer un détecteur de vibranium, vu qu'on a vu que c'était possible. Et je pense que la CIA, ils étaient pas débiles quand ils ont piqué le truc, ils l'ont rétro-ingénieré, le bordel. Donc je trouve le truc, il faut buter la scientifique. La justification du conflit, si tu veux, est un peu légère pour moi. Mais bon, on va dire qu'on accepte. D'ailleurs, le personnage de Riri Williams est plutôt sympathique, mais ça aurait pu ne pas être Ironheart. Ça aurait été pareil, en fait. Je trouve que le personnage apporte pas grand-chose au film. Elle fait de la figuration. Et c'est peut-être un peu le défaut typique du Marvel, c'est-à-dire que vas-y, on fait un film, mais on va en profiter pour introduire des éléments. Pour les prochains films, voire pour les prochaines séries. Voire prendre des éléments, ça c'est le nouveau truc, prendre des éléments des séries et les mettre dans les films. Genre, il y a la boss de Ross, parce qu'il revient là, Ross, Bilbon là, Bilbo Saké, c'est la meuf qu'on voit à la fin de... On la voit vite fait à la fin de Black Widow, avec sa mèche, la Valentina quelque chose, j'oublie comment elle s'appelait. On la voit aussi à la fin de Winter Soldier, et elle apparaît dans la série comme ça, oh dis donc,
Ils sont où les Wakandais? Tu sais, elle sert à rien en fait dans le film, elle est juste là pour dire Thunderbolt qui arrive, les gars, on est présent, t'inquiète, parce qu'en vrai, elle sert vraiment à rien dans le film, elle est juste là pour dire bonjour, je suis là. Oui, en fait, j'étais marié à Ross avant, et maintenant je suis là, ne vous inquiétez pas, j'aurai de l'importance plus tard. Alors qu'on s'en bat les couilles, je trouve que les scènes où elle est là ne servent vraiment pas à grand chose. Et Riri Williams, pareil, parce qu'à la fin du film, elle a son armure Iron Heart de ouf, si tu veux, et puis on lui dit, en fait, tu vas retourner chez toi, mais tu laisses l'armure ici, hein, parce que, attention, hein, c'est une arme quand même, ça a été fabriqué au Wakanda, donc si tu fous la merde aux États-Unis avec ça, ça va faire des problèmes, donc on la garde. J'ai envie de dire, tout ça pour ça, ça sert à rien, c'est-à-dire que la série Iron Heart, que personne n'attend, hein. Moi je l'attends pas, enfin, personnellement, j'en ai rien à péter. Il y a la série Iron Heart, ça va être, bah, je vais reconstruire mon armure de chez moi. Voilà. Il n'y aura aucun suspense vu qu'on sait déjà qu'elle est capable de construire l'armure. Donc je trouve ça un peu bidon. Ça aurait pu ne pas être elle. Surtout qu'elle fait rien de significatif dans le film. Ça aurait pu ne pas être elle, ça aurait pu être une jeune surdouée lambda que ce serait aussi bien passé en fait. Oui. Bon, après, on peut chipoter sur plein de trucs niveau logique, hein, parce que j'ai envie de dire que là, on est quand même un conflit entre deux nations a priori super avancées technologiquement, et même le Wakanda, en fait, ils se battent à coups de lance, quoi. Je veux dire, même quand ils se battaient contre les armées de Thanos, ils avaient des vrais boucliers, ils balançaient des lasers, il y avait quelque chose, il y avait des vaisseaux et tout. Là, non, ça va à la castagne, ça va à la bagarre, ça se met des coups de lance, ça se met des coups d'épée. Tu te dis, ouais, bah, super la technologie, quoi. Bon, si la Shuri elle décide de fabriquer des armures Iron Man, parce que c'est la même chose, wakandaises, qui sont... Elles sont très très moches, les armures, hein, et que du coup, il y a Okoye qui en met une. Elles sont super moches, elles servent pas à grand chose dans le film. Non, il y a plein de trucs, il y a quand même plein de petits trucs qui servent pas à grand chose. En vrai, dans le film, qui sont un peu. Genre, on s'en bat les couilles en fait. Et des trucs qui sont pas très réussis, parce que genre, on nous dit, ouais, Talocan c'est super avancé, et finalement, les mecs ils se déplacent à dos de baleines, et la seule technologie qu'on voit, c'est ces espèces de bombes à eau, parce que défaut de trouver comment ça s'appelle, c'est des espèces de cristaux qui balancent et qui font des grosses explosions d'eau, sous pression, que ça a l'air vachement puissant et tout ce que tu veux. Mais c'est tout en fait qu'ils ont comme... Parce que leur bombe méga technologique, ils te la balancent dans un filet tiré par deux baleines, quoi. Tu te dis, ouais d'accord, vous pouvez pas sortir un vaisseau, vous pouvez pas sortir un bateau, quelque chose, hein, pour montrer que... Vous avez de la technologie, parce que là, en fait, j'ai du mal à croire, vu avec ce qu'on nous montre, que le Namor avec son armée est si dangereux que ça, quoi. Je veux dire... En vrai, non, hein, en face, tu mets 3 F-16, c'est bon, t'as gagné, en fait. Je trouve ça un peu... pas ouf, même l'attaque du Wakanda, autant elle est impressionnante, autant en termes tactiques, ça pue la merde. C'est-à-dire que les Wakandais, en fait, il y a juste une rivière qui traverse le Wakanda, les mecs, ils mettent pour protéger le truc, ils mettent des vaisseaux partout dans le ciel, mais ils mettent rien dans la mer, enfin, ils mettent rien dans l'eau, du coup, les ennemis vont arriver dans l'eau, bande de cons. Donc, du coup, les ennemis, ils arrivent par l'eau, ils créent une inondation, je sais pas trop comment... Et leur tactique d'attaque, c'est qu'ils sortent de l'eau les merdes. Je vais dire les Atlantes, mais c'est pas ça. Les Talocanes, là, ils sortent de l'eau et ils mettent les gens dans l'eau. Voilà, c'est ça l'attaque. Putain, s'il n'y avait pas eu Namor, l'attaque, elle aurait fait 2 minutes. Débile. Donc, je trouve dommage que la puissance de l'armée de Namor n'est pas si... Ils sont nombreux, certes, mais c'est pas genre... J'ai pas vu une technologie de fou. Je me suis pas dit, oh là là, si lui, il se met à attaquer le monde entier... On est dans la merde. La seule bonne idée que j'ai trouvé cool, c'est qu'ils ont en fait des pouvoirs de sirène, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se mettent à chanter dans l'eau, et puis les gens sont hypnotisés, et ils sautent dans l'eau comme des cons. Ça, c'était plutôt une bonne idée. Ça dit, oh, ça vient de là, la légende des sirènes, tout ça. Plutôt pas mal, plutôt chouette. Puis bon, et après, il y a toute la phase où Shuri enfile le manteau de Black Panther, qui est plutôt sympathique. Genre la scène où elle mange la fleur cœur. Ça, pareil, tu vois, elle est capable de la synthétiser. À la fin, elle refait tout un cheptel, tu vois. Pourquoi il n'y a que elle qui bouffe la fleur? Pourquoi tu donnes pas la fleur à tout le monde, en fait? C'est pour ça, parce que les gens de Talocan, le peuple de Namor, ils sont tous balèzes, parce qu'ils ont bu la fleur, eux, tous, en fait. Et là, ils ont les moyens de transformer au moins l'armée wakandaise, tu vois. Ou les Dora Milaje, là. Ils pourraient en faire 10 Black Panther. Non, non, on va en faire qu'une, et on va filer ça à la meuf de 45 kilos. On veut dire, ouais, vas-y, si tu veux. Mais en tout cas, la scène est plutôt intéressante, parce que tu sais, quand elle mange la fleur cœur, là, l'herbe cœur, je crois que c'est ça qu'elle s'appelle, elle a une vision des ancêtres,
Et on s'attend à ce qu'elle voit T'Challa, tu dis, ouais, ils vont faire de la CGI, j'en sais rien, ou qu'elle voit sa mère qui vient de caner. Et en fait, non, elle voit Killmonger. Évidemment, pour des raisons de casting pas possible, parce que ça aurait été bien que ça soit T'Challa pour l'histoire, mais ils peuvent pas, il est mort. Donc, c'est Killmonger, et ils ont réussi à bien le justifier que ce soit Killmonger. C'est-à-dire qu'en fait, comme elle cherche pas la justice, mais la vengeance, que quand elle a pris l'arbre de cœur, c'était pas pour devenir Black Panther, pour ramener l'espoir au Wakanda, c'est vraiment pour chercher du pouvoir et se venger. Du coup, c'est Killmonger qui lui arrive, fait hey, je suis ton côté obscur, voilà. La discussion, la justification et la discussion étaient plutôt intéressantes. Donc toute la partie construction du personnage de Shuri est plutôt bien faite en fait. Mais le souci, c'est que c'est un peu la même chose qu'on a déjà eu avec T'Challa en fait à l'époque. Donc c'est un peu redite quand tu regardes bien. C'est intéressant, c'est bien fait, c'est pertinent, t'as de l'émotion, tout ce que tu veux, grosse chialade, mais c'est la même chose que ce qu'on a vu avant finalement. C'est ça qui est un petit peu dommage. Et puis t'as le combat final, parce que t'as la contre-offensive wakandaise qui fait un peu pitié, ils arrivent sur un gros bateau, et tu t'attends avec le gros bateau, il y a une technologie de bâtard et tout, en fait non. Ils se battent sur la surface du bateau à coups de lance. Même à un moment, il y a les Dora Milaje là, qui sont balancés sur le flanc du bateau parce qu'il y a je vais l'appeler les Atlantes, c'est plus simple, les mecs en bleu qui grimpent. Elles sont tenues par des cordes. Tu te dis, mais bande de fils de pute, là, vous êtes la technologie du futur ou pas, là? Des putains de cordes et des putains de lances, vous avez rien trouvé de mieux, quoi. Donc votre bateau, c'est un espèce de sous-marin, mais il s'attire pas de missiles, ça fait rien, en fait. Donc j'ai trouvé la baston finale un peu brouillonne, un peu inutile, mais en revanche, le duel Namor-Black Panther est plutôt cool. C'est-à-dire que Black Panther, du coup, Shuri, n'a pas gagné parce qu'elle était plus forte, en soi. Parce qu'en vrai, même avec une armure de Black Panther contre Namor, normalement, il n'y a pas match en vérité. Et pour le coup, il n'y a pas match. En fait, elle se fait défoncer, mais comme elle a trouvé le point faible de Namor, c'est-à-dire que le gars, en fait, il a besoin d'eau. S'il est tout sec, il a plus de force, en fait, il étouffe. Elle trouve un moyen, via sa technologie de bâtard, pour l'assécher. Elle l'emmène dans le désert, et du coup, c'est un combat d'endurance. Elle finit par avoir le dessus, et à la fin, elle fait bon, soit tu te soumets et on devient alliés, soit je te bute, et c'est la guerre. Et il fait bah, c'est bon, je me soumets, je suis gentil, tranquille. Et après, ils arrivent tous les deux, genre la guerre est finie, Wakanda pour toujours. Et le film est fini, en fait. Donc, c'est cool, mais tu te dis, le film, est-ce qu'il a vraiment un véritable intérêt, en fait? Ils auraient pu faire le film Namor directement, en fait, parce que Black Panther... On n'est pas dans le délire, vas-y, on remplace... c'est le délire qu'on a eu récemment à Hollywood, le délire, vas-y, on remplace tous les héros hommes par des femmes. On n'est pas dans ce délire-là, parce que là, c'est vraiment justifié par l'histoire, si tu veux, et c'est bien fait. Mais à part ça, ce film me semble finalement, même s'il est très cool, il me semble un peu vain, dans le sens où tu te dis, ouais, pourquoi faire un 3 en fait? Qu'est-ce que tu veux faire comme 3? Ça fait déjà 2 films que vous tournez autour du deuil, de la vengeance et du vibranium. C'était déjà le cas du 1. Hein. Le troisième, ça va être quoi en fait? Parce que vous êtes potes avec Namor maintenant, donc vous allez vous battre contre qui? Voilà, c'est les questions qu'il faut se poser, sachant qu'à la fin, M'Baku là, devient le roi du Wakanda et Shuri reste juste le Black Panther, si j'ai bien compris. T'as le délire de la scène post-générique où t'as, comment ça s'appelle? La meuf de T'Challa de l'époque qui revient et qu'en fait il a eu un fils. Ouais, là ça m'a fait marrer aussi. Elle arrive à présenter, oui, je te présente Toussaint, parce il vit à Haïti, si tu veux, donc Toussaint, Haïti. Regarde sur Wikipédia, tu sauras la ref. Et en fait, elle fait oui, on l'a caché parce qu'on voulait pas qu'il vive sous la pression du Wakanda. Du coup, on l'a fait grandir en Haïti. Et là, j'ai envie de dire, attends. J'ai envie de dire, attends. Là, c'est comme si j'avais un gosse, là, je fais, non, je voulais pas... Genre, je suis suisse. J'habite à Montreux, ville de riche, tu vois. Je fais, oh, j'avais pas envie que mon fils... Non, attends, je vais recommencer. Je suis le prince de Monaco. Voilà. Je suis le prince de Monaco. Je fais un gosse, je fais, ah, j'ai pas envie qu'il vive sous la pression de la royauté monégasque. Donc, je vais l'envoyer grandir en Syrie, si tu veux. On est sur le même niveau de logique. Parce que Haïti, dans le film, c'est joli, il y a des plages, il y a le soleil et tout ce que tu veux. Mais Haïti, normalement, c'est le truc le plus éloigné du Wakanda qui existe. Hein. Faut pas manquer de respect aux Haïtiens. Il y en a peut-être qui regardent. Mais Haïti, c'est pas un paradis.
C'est le tiers-monde du tiers-monde, Haïti. C'est très très bizarre que T'Challa, il fait non, mais t'inquiète, il va aller en Haïti. Tu m'aurais dit Jamaïque, tu m'aurais dit Caraïbes, truc comme ça. Bon, Haïti, c'est les Caraïbes, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis de la merde. J'aurais dit, ouais, ok, ça passe, mais Haïti? Putain, Haïti, c'est Mad Max, Haïti, là. Attends, tous les 6 mois, t'as des collectes de fonds parce que y a pas de truc là-bas. Enfin bref, ça m'a fait un peu marrer, ce délire-là. Et donc, il révèle que son vrai nom, c'est je suis T'Challa, le prince T'Challa, fils du roi T'Challa. Voilà, donc ça annonce potentiellement que plus tard, il y aura Black Panther et que ça sera lui l'héritier du trône, je ne sais pas. Bref, en tout cas, le film en vrai est sympathique, il est juste un petit peu long. Il n'y a pas, à part la scène où Namor fracasse les Wakandais, il n'y a pas trop de scènes d'action de ouf. Puis ouais, beaucoup de chialades, beaucoup sur l'émotion. Et au bout d'un moment, tu sais, au bout de la 5e chialade, t'en as un peu ras le cul. T'es là, ouais, c'est bon, on a compris, vous êtes triste. Voilà. Bon, après, les musiques étaient très bien. Les musiques étaient très bonnes. Visuellement, c'était très beau aussi. Mais franchement, je pense que le film perd l'effet de surprise qu'avait le premier, pour le coup. Parce qu'en plus, ça raconte, en vrai, à pas trop poil de cul près, ça raconte la même chose, en vrai. Mais il était sympathique, voilà. Y a pas trop... En dehors d'Iron Heart et de la Valentina, je sais pas quoi, là, il n'y a pas trop de clins d'œil, genre, hey, c'est quoi le futur? Il n'y a pas de scène à la fin du générique, c'est vraiment une scène avant le générique, plutôt, vite fait. Donc voilà. Très sympathique. Est-ce que c'est le meilleur film de la phase 4? J'en sais rien. Bon, en tout cas, c'est pas le pire, hein, c'est sûr. Il est très bien, il n'y a pas de souci. Mais genre, c'est le meilleur depuis Endgame. Voilà. Oui et non. C'est pas parce que c'est le meilleur qu'il est incroyable non plus, quoi. Donc je sais pas encore, je suis partagé. Je sais pas si j'ai préféré le premier ou celui-là. Ou peut-être que les deux, je m'en bats les couilles autant, en fait, finalement. Je sais pas trop. Enfin bref, je sais pas comment ils vont faire pour un troisième. On va voir comment ils vont tourner ça autour de Shuri. Pourquoi pas, en tout cas le film était sympathique, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pas transcendant non plus, mais sympathique. Voilà. Wakanda Forever, c'est tout ce que j'avais qu'à dire. Petit pouce bleu, petit commentaire pour le référencement, et je te dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.